Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Bienvenue aux 20h à la une de cette édition. Hommage planétaire rendu à Nelson Mandela. Un peu plus de 100 chefs d'État et de gouvernement se sont joints au peuple sud-africain ce jour pour dire adieu à ces héros de la lutte anti-apartheid. Retour sur les temps forts de cette cérémonie grandiose dans ce journal. En RCA, un échange de tirs dans les alentours de l'aéroport de Bangui fait 2 morts côté français. À l'origine de cet incident, le refus de l'armée locale à se plier à la fouille engagée par les soldats français. Sur le plan local, le respect des droits de l'homme et des libertés plombé au Cameroun par la corruption, l'impunité et le non-respect du code de procédure pénale. C'est le constat fait ce jour, au moment où la communauté internationale célèbre les droits et libertés consacrés à l'humanité tout entière. Comment comprendre cette réalité, surtout en milieu local, chez nous? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Comme nous le disions il y a quelques instants seulement, hommage à Nelson Mandela. La cérémonie d'adieu à l'ancien président sud-africain a donc eu lieu ce jour au Soccer City Stadium. C'est à Johannesburg. C'était en présence des milliers de Sud-Africains, mais d'imminentes personnalités venues du monde entier, parmi lesquelles un peu plus de 100 chefs d'État et de gouvernement en Afrique du Sud. Retour sur cette cérémonie grandiose avec Nadine Yambou. Le stade de Soccer City de Johannesburg, le plus grand stade d'Afrique du Sud, a fait le plein d'œuvre pour la cérémonie d'adieu du leader de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, parmi lesquels Barack Obama, le président des États-Unis, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et Raúl Castro, le président du Cuba. Des milliers de Sud-Africains sont venus rendre hommage au père de la nation, Arc-en-Ciel, un événement qui a été retransmis par presque toutes les télévisions du monde entier. Parmi les invités qui se succèdent à la tribune pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, les discours retiennent l'attention du public et du monde entier. Barack Obama des États-Unis. Il a accepté les conséquences de ses actions. Il savait qu'en s'opposant à l'injustice et aux intérêts de ceux qui ont le pouvoir, il fallait payer un prix. Il a lutté contre la domination blanche et contre la domination noire. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Il a montré le grand pouvoir de pardon et de la réconciliation. Il a montré le véritable sens de la paix. Ou encore Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Il nous a appris à croire en nous-mêmes et en l'autre. Il nous a rassemblés dès l'instant où il est sorti de prison. Dans la suite des témoignages, les membres de la famille de Nelson Mandela, tout est pleuré. Tu nous es cher, tu es un géant, tu étais un géant sur cette terre. Nous te saluons, Madiba. Le géant est tombé, mais il a laissé des milliers de feuilles qui sont tous des messages de paix et de réconciliation. Nous devons marcher dans cette voie. Depuis son décès, les témoignages fusent de par le monde entier. Nelson Mandela est décédé à l'âge de 95 ans des suites de maladie et sera inhumé le 15 décembre à Kounou, son village natal. Au siège de l'Union africaine, les membres de cette organisation internationale se sont également réunis pour un adieu au père du pays, Arc-en-Ciel. Les précisions avec les confrères de CCTV. La vie et l'héritage de Nelson Mandela ont été projetés sous forme de vidéo durant l'événement. Les enfants lisaient des poèmes. La présidente de la commission de l'UA, Nkosazana Dlamini Zuma, a salué les contributions de Mandela à la liberté et à l'humanité, ainsi que ses efforts pour la paix, le développement et la prospérité en Afrique. Alors que nous portons le deuil de ce géant et héros du panafricanisme, nous nous rappelons les engagements pris il y a 50 ans pour une Afrique intégrée, centrée sur les peuples, pacifique et occupant sa juste place dans le monde. Mandela was a man of
Mandela était un homme d'une exceptionnelle intégrité. Nous célébrons sa vie exceptionnelle et il nous revient de dédier nos vies aux idées de ce grand homme qui s'est levé pour la justice, l'égalité, la démocratie et l'unité dans la diversité. Et bien sûr pour la renaissance de notre Mama Africa. Toujours dans le cadre de l'actualité à l'international en RCA, il y a eu échange de tirs entre les combattants armés et les soldats français. C'était à Bangui. L'armée locale s'insurge donc contre la fouille engagée par les soldats français. C'était aux environs de l'aéroport de Bangui. Les précisions avec les confrères de CCTV. La France a affirmé qu'elle ferait usage de la force si nécessaire pour désarmer les hommes armés, qui sont principalement des combattants musulmans séléka et des milices chrétiennes. Lundi matin, les troupes françaises étaient déployées dans la ville. Elles ont mis en place des barrages sur les principales routes de Bangui et étaient à la recherche de véhicules transportant des armes. Les combattants séléka, dont la plupart se considèrent désormais comme partie intégrante de l'armée régulière, ont reçu l'ordre de rester dans leur caserne par le chef des rebelles, devenu président par intérim, Michel Djotodia. Mais certains d'entre eux étaient quand même sortis et ont été témoins de nombreuses arrestations et de saisies d'armes. Tandis que beaucoup ici, et en particulier dans la communauté chrétienne, sont contents d'assister au désarmement des hommes de Séléka qui contrôlent la ville depuis le coup d'État survenu en début d'année, on s'inquiète de la poursuite de la vague de violences sectaires à travers le pays. Les Séléka ne sont pas le seul groupe armé en République centrafricaine. Des milices chrétiennes d'autodéfense telles que les anti-Balaka ou anti-Machette ont vu le jour. Et certains groupes humanitaires ont exprimé leur inquiétude de voir la communauté musulmane, de plus en plus vulnérable, subir des attaques de la part des milices chrétiennes qui veulent se venger des atrocités commises par les rebelles Séléka. Malgré ces incidents survenus donc dans la capitale Bangui, notons que certains habitants de Bangui disent quand même avoir retrouvé la quiétude après donc la mission Sangari déployée sur le terrain. Les précisions avec Sandrine Babou. Les activités reprennent timidement à Bangui, capitale de la Centrafrique, après plusieurs jours de violence qui ont opposé milices chrétiennes et musulmans avec le soutien des éléments de l'ex-coalition Séléka. Les populations qui sont restées cloîtrées chez elles sont aujourd'hui déterminées à reprendre leur vie en main. Dans certains marchés, comme c'est le cas ici dans le 2e arrondissement de Bangui, les étalages sont presque vides et les clients arrivent au compte-gouttes. Quelques-uns profitent de cette légère accalmie pour faire des emplettes. Ce courage, disent-ils, ces habitants de Bangui le doivent à l'opération Sangaris lancée par l'armée française. On a l'espoir que la troupe française survole dans l'air et puis dans les quartiers, il y a des petites patrouilles qui s'effectuent. Les patrouilles se font seulement sur les grands axes, mais pas dans les quartiers. Donc il y a la terreur qui règne de temps à autre. En effet, 1600 soldats français sont arrivés en République centrafricaine sur autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont pour mission de stabiliser la tranquillité et la paix au sein de la population dans ce pays où un conflit interreligieux débuté en novembre dernier a déjà fait près d'1 millier de morts et de nombreux dégâts matériels. Sur le plan local à présent, la corruption, l'impunité et le non-respect du code de procédure pénale, voilà quelques mots dont souffre le respect des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. C'est du moins la thèse soutenue par les défenseurs des droits de l'homme au moment où la communauté internationale célèbre la journée consacrée aux libertés et droits consacrés à l'humanité. Mitterrand Dam et Flotamko Bensi. La situation des droits de l'homme reste toujours peu reluisante au Cameroun. L'impunité et la corruption galopante sont des éléments qui encourageraient les uns à marcher sur les droits et libertés des autres. La situation est très grave au Cameroun du non-respect des droits de l'homme. Il y a un cas, par exemple, à Idéa depuis l'autre jour, dont le garçon devait être admis à l'hôpital au niveau du commandant de brigade qui préfère faire un faux rapport parce qu'il a besoin d'argent. Donc, question d'impunité et puis question de corruption, qui est l'un des facteurs qui active les abus de droits de l'homme au Cameroun. Le non-respect des droits de l'homme et des libertés est aussi favorisé au Cameroun par la non-application du code de procédure pénale. Toute chose qui justifie par exemple la surpopulation carcérale, ajoute la militante de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture. La barbarie continue.
dans nos commissariats, dans les prisons, n'en parlons plus. Les aspects des flux flagrants, je pense qu'il y a les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques, dans tous les cas. Je vous donne un cas d'un monsieur aujourd'hui, plus de 15 ans, qu'il est en retraite, il n'a jamais touché un radis parce que le non-respect des textes pour le droit au travail. Vous voyez la souffrance des gens, l'impunité parce que les gens n'ont pas droit à la justice devant les tribunaux. Pour des défenseurs des droits de l'homme, le Cameroun doit penser à muscler sa politique de protection des droits de l'homme et des libertés. La principale indication témoignant de la mauvaise santé des droits de l'homme et des libertés reste les conditions de détention dans les prisons, soulignent des observateurs. Notons à la suite de ce reportage que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés n'est pas du tout d'accord avec le bilan que dressent certains membres de la société civile sur notamment l'état des libertés et des droits au Cameroun. À ce sujet, je vous pose la réaction de Léon Marcel Priso. Il est juriste en charge de la protection des droits de l'homme au micro de notre reporter. En réalité, il faut distinguer deux paradigmes, celui d'avant 90 et celui d'aujourd'hui. Et la situation a fortement évolué, surtout avec la création et l'institutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui depuis 2004 n'a de cesse que de faire un travail de promotion des droits de l'homme, donc sensibiliser les masses et de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire recevoir les requêtes et les traiter en cas d'allégation de violation des droits de l'homme. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Il est bon de dire que des choses sont faites, mais que beaucoup reste à faire en réalité. Vous ne pouvez pas vous imaginer justement qu'avec le travail de ces associations, combiné à celui que fait la Commission, rien ne soit fait. Certainement, les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle souhaiteraient ces associations-là. Mais toujours est-il que nous sommes sérieusement avancés dans beaucoup de domaines de droit civil et politique et aussi dans le droit socio-économique et culturel. Les structures en charge de la lutte contre la corruption au Cameroun sont incompétentes face à l'ampleur de ce phénomène. C'est dans ce contexte que Transparency International s'engage à apporter son assistance judiciaire aux victimes de la corruption. Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. Agence nationale d'investigation financière, Comité national anticorruption, Conseil supérieur de l'État, Transparency International, Programme Choc, ces structures de lutte contre la corruption fonctionnent bel et bien. Et pourtant, la corruption continue de vivre son âge d'or au Cameroun. Pour Maître Charles Nguini, seule l'existence de ces structures ne suffit pas. Il faut des mécanismes. Les organismes, certes, sont importants, mais il faut des mécanismes pour lutter contre la corruption. Nous ne devons pas tout le temps céder au fétichisme en pensant que lorsqu'on met en place un organisme, lui, il fera tout le travail et que le reste, on ne fera rien. Si aujourd'hui, Transparency International s'engage à apporter une assistance judiciaire à toute personne victime de corruption. Les victimes, jusqu'à aujourd'hui, nous structurions les plaintes des victimes, mais nous ne les assistions pas. Nous les conseillons, mais nous ne les assistions pas devant les juridictions. Maintenant, il s'agit d'aller jusqu'à assister les victimes devant les juridictions, donc à les défendre. Il n'en demeure pas moins que le système judiciaire camerounais n'inspire pas confiance. Surtout quand le judiciaire a eu une note de 12 sur 100 lors de l'indice de perception de la corruption au Cameroun de 2013. Mais le barreau camerounais rassure tout de même. Nous ne devons pas aller au combat avec déjà un vent de pessimisme. Il faut toujours être optimiste et quand on va devant une juridiction, on doit défendre ses droits, quitte à ce qu'on ne gagne pas. Mais il faut toujours être optimiste et penser que les choses vont toujours pouvoir évoluer. On ne va pas s'arrêter comme ça. Au moment où le Cameroun vient de célébrer la 10e journée internationale de lutte contre la corruption, la problématique de lutte contre ces fléaux devient de plus en plus préoccupante. Eh bien, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal concernant cette actualité. Nous allons notamment insister sur le respect des droits de l'homme et des libertés en milieu carcéral au Cameroun. Conseil national de la jeunesse du Cameroun, le bilan du bureau sortant reste mitigé. Les jeunes s'interrogent sur le bien fondé de cette structure à l'heure où se tient le renouvellement des organes dirigeants au niveau national. Yannick Mbazoua, une fois de plus. Pour la plupart,
Le tout premier bureau du Conseil national de la jeunesse, dès son élection, avait été programmé pour échouer. Le bilan est négatif. Nous avons eu des badauds qui ont été élus au Conseil national de la jeunesse. Donc le bilan ne me surprend pas du tout. Le Conseil et surtout les membres du Conseil ont brillé par une incompétence notoire. Certains pensent que la plupart de ces membres avaient des ambitions personnelles et lucratives. Le peu de moyens que l'État a mis à la disposition du Conseil national de la jeunesse a été dilapidé par ces badauds. Certains d'entre eux voulaient voyager à tout prix. J'ai rencontré l'ancien chef de mission du PASOK à l'époque, Christophe Courtin, qui m'a présenté le dossier du président du Conseil national de la jeunesse qui voulait voyager. Et les gens sont venus se servir au lieu de servir les jeunes. Ils n'ont pas vraiment répondu à l'aspiration de la jeunesse. Vous voyez, il y a eu beaucoup de lacunes. Le mauvais bilan, décrié aujourd'hui, est également le fruit d'autres facteurs. Le bureau du CNJC est le porte-flambeau des aspirations des jeunes. Il doit relayer les problèmes des jeunes au pouvoir public, ce qui n'a pas été fait. Il n'y avait pas un relais d'information entre le Conseil national de la jeunesse et le conseil au niveau des conseils communaux. Et pourtant, l'équipe sortante pense avoir fait l'essentiel. Aujourd'hui, on a la lisibilité et la visibilité. Vous voyez l'enthousiasme, vous voyez les jeunes, vous voyez le nombre de candidats. On a laissé à la postérité une institution qui vit. D'aucuns craignent par ailleurs que le bilan du prochain bureau du Conseil national de la jeunesse soit aussi mitigé que le dernier, vu la qualité des associations représentées. Vous avez des associations des étudiants ressortissants les associations culturelles qui organisent les bals, les associations des vendeurs d'eau glacée. Donc c'est ça, le Conseil national de la jeunesse, c'est des gens qui vont perpétuer la vente d'eau glacée. Le ministère de tutelle est donc interpellé à plus d'un titre pour la survie du Conseil national de la jeunesse. Intéressons-nous à présent à la vie dans nos communautés pour dire qu'il y a une bonne nouvelle pour le groupement Bashingou. C'est dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Les populations bénéficient de l'eau potable issue donc d'un captage à partir du mont Bashingou, fini dans l'eau issue des marécages et autres puits. Les précisions avec Jérôme Nassis Obzé. Le groupement Bashingou est situé à l'extrême ouest du département d'Undé, dans l'arrondissement de Banganté. Une chaîne montagneuse borde la partie ouest avec pour sommet le mont Bashingou. Ces populations qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage peuvent désormais avoir accès à l'eau potable. Après plusieurs années de calvaire, et ce malgré la présence d'un système d'addiction d'eau potable appelé Scanwater, qui n'aura duré que le temps d'un regard, les robinets longtemps plongés aux confins des oubliettes ont repris vie. L'eau, c'est la vie. Nous sommes très contents. Nous apprécions les œuvres que Madame le maire, Madame Cortez a pu faire. Et toute la population est très contente parce que avant cette œuvre, on avait des grands problèmes. Et parmi ces problèmes, il y avait le problème d'eau particulièrement qui était accuté à Bashingou. Les mamans, les petits-enfants allaient prendre l'eau de la rivière, ce qui donnait beaucoup de maladies. Tout ceci a été possible grâce à un programme de renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage en matière d'eau potable et d'assainissement financé par des partenaires français à la commune de Banganté qui ont réussi à travers un captage sur le mont Bashingou de redistribuer l'eau à la population. Je suis très content du technicien qui a exécuté les travaux dans ce garçon, la façon dont il a vraiment réalisé les œuvres là. C'est un bon technicien et je crois, j'interpelle aussi ma population pour sauvegarder vraiment tous ces biens que Dieu a voulu que nous ayons dans ce village cette année. Un comité de gestion de l'eau a par la suite été mis sur pied afin non seulement de mettre en place un système de tarification de l'eau, mais aussi et surtout de pérenniser l'entretien et la maintenance des infrastructures. Après l'eau, nous parlons de l'énergie électrique. 12 ans, c'est le temps qu'AS a mis au Cameroun. Cette structure a donc consacré ces années, entre autres, à la construction de la ligne Ouaza-Koussiri, apportant ainsi un plus dans la distribution de l'énergie électrique dans la région de l'extrême nord. Sandrine Yamga. En 2012, on avait problème de coupure, mais depuis de 2013 jusqu'à la fin, on n'a pas de problème de coupure. Ces derniers temps, on vivait sans problème, surtout à Zokoko. Avant,
On avait, mais grâce à la résidence, maintenant, AS nous a apporté de lumière de Carrefour Prison à la poste. On marche sans problème. Bien. Ménagère satisfaite à Waza. C'est l'une des retombées de la construction et de la mise en service de la ligne de transport Waza-Kousséri. Longue de 134 km, cette ligne construite pour un coût de 6 milliards de francs CFA a permis d'alimenter Kousséri désormais par l'énergie hydroélectrique de lac d'eau et donc de réduire la dépendance de cette ville au thermique. L'avantage que nous avons aujourd'hui avec la réalisation du départ de Kousséri, qui est fait en poteau métallique par rapport au réseau que nous avons réalisé dans la région en poteau bois, c'est qu'on a beaucoup plus d'avantages en termes de qualité et on a moins d'interventions sur la ligne pendant toutes ces périodes. Depuis 1 an et demi que la ligne fonctionne, nous n'avons pas enregistré des incidents d'ordre poteau cassé. De temps en temps, on a les problèmes des isolateurs fêlés qui sont remplacés au fur et à mesure que nous constatons les déficits sur la ligne. L'avantage que nous avons avec cette réalisation, c'est que nous avons la possibilité d'alimenter Kousséri à tout moment sans difficulté au niveau du transport de l'énergie. Et au niveau de Kousséri, la population a eu cet avantage en ce qui concerne la qualité de ses services. La ligne Waza-Kousséri est l'une des réalisations majeures d'AES au Cameroun en réponse à son engagement pris 2001 pour l'amélioration de la qualité de service. D'autres lignes de transport de ce type ont été construites ailleurs dans ce pays. Il est ainsi de 2 lignes de transport de 225 kV qui ont été construites, la ligne Bekoko-Konsamba, longue de 118 km qui dessert l'ouest et le nord-ouest, la double ligne de 225 kV qui s'étend entre Mangombe et Kribi pour le transport de l'énergie de la centrale de Kribi. Dans l'extrême nord, l'impact de la ligne Waza-Kousséri et des extensions autour est ressenti par les populations. Nous étions dans une zone enclavée, on a beaucoup de difficultés pour moudre les mils, les céréales, parce qu'il fallait de temps en temps chercher du carburant, du gasoil pour moudre notre mille. Maintenant, nous avons déjà l'électricité. Et dès que AES a réalisé le tunnel, et puis il a multiplié les poteaux partout, et qu'ils ont fait aussi un autre branchement au long de Waza jusqu'à Kousséri, et que même le dernier Camerounais qui était dans la zone rurale, il bénéficie aussi de moudre son mille sur place parce qu'il y a déjà les appareils électroniques qui concassent le mille. En culture, exit l'édition 2013 d'Umpo. Il s'agit de la fête traditionnelle des Elompo et du peuple Bassa. Cette édition est donc rentrée en gare lors d'une cérémonie culturelle à Edea, le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime. Retour sur la cérémonie de clôture riche en couleurs avec Rodingassi et Julingue. Le peuple Elompo a une fois de plus respecté sa tradition. Un moment de communion avec les ancêtres. L'événement a drainé du beau monde venu vivre les diverses articulations. La course de pirogue, la lutte et danse traditionnelle, l'élection Miss et surtout l'entrée dans la grotte par les sages. Un rite qui conduit à la désignation du nouveau président de l'Assemblée coutumière et traditionnelle des Elompo. C'est ainsi que Sa Majesté Biyo-Dihan s'est vu confier le destin de cette instance. Le roi affirme sa volonté de voir les choses évoluer, de faire taire les guerres intestines. Il annonce d'ailleurs la délocalisation du site devant accueillir la prochaine édition d'Umpo. Ce changement de site restera définitif après la concertation avec nos armes de forêt et de l'eau. Tout ce qui va changer, nous le dédions à Dieu. Nous serons réconciliés parce que c'est la réconciliation que nous voulons pour changer. Plusieurs visiteurs venus des différents coins du pays contemplent avec admiration l'héritage culturel des Elompo. Je suis très attaché à la culture de tous les peuples confondus. J'ai été très heureux d'être invité aujourd'hui au Umpo, c'est d'ailleurs ma première fois. J'ai été très satisfait de tout ce qui s'est passé parce que ça m'enrichit par rapport à l'écriture de mes chansons
et ça me cultive en tant qu'être humain, en tant que Camerounais. Le MPO 2013 est placé cette année sous le signe de la réconciliation. Le prochain rendez-vous culturel est fixé en 2014. En sport, controverse sur un championnat à 18 clubs. Au Cameroun, le Conseil de la Ligue de football professionnel prend position. Cet organe vient de s'allier à une partie des membres de l'association des clubs d'élite qui militent donc depuis quelque temps pour l'adoption d'un tournoi à 18 clubs, aussi bien en Elite 1 qu'en Elite 2. C'était au cours de la session de ce conseil tenue à Yaoundé. Jean-Paul Chuniat. Dans la bataille de certains membres de la SEC pour faire passer le championnat de 14 à 18 clubs, ils ont désormais un allié de poids, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui vient d'entériner à son niveau la décision d'une partie des membres de l'association des clubs d'élite du Cameroun de faire jouer l'élite 1 à 18 équipes. Cet organe de délibération de la Ligue approuve les raisons évoquées par la SEC. Voici ce que disait par exemple Esaïe Ngalene Mangou, premier vice-président de la SEC. Pour être un bon joueur professionnel, il fallait faire un certain nombre de matchs sur une année, 50 en l'occurrence, au minimum. Et on s'est rendu compte que pour ce qui concerne le championnat camerounais, on tournait à peine autour de 26 et les joueurs n'étaient pas assez compétitifs. Le problème a été posé à l'unanimité. Les clubs ont estimé qu'on pouvait franchir le cap de passer de 14 à 18. Face à cette détermination de démarrer un championnat à 18 clubs, le camp opposé qualifie d'illégal ce passage en force au mépris des textes du championnat pour favoriser des relégués de la saison 2013. Et si par hasard les gens veulent s'entêter, nous allons opposer à ça une forme de légalité. Je regarde un principe fondamental. Le principe fondamental, c'est le respect scrupuleux de nos textes et de nos règlements. Voilà. Si l'option du championnat à 18 clubs est validée, toutes les équipes reléguées seront maintenues dans l'élite. Panthère d'Undé, Tonnerre de Yaoundé, Sable de Batié évolueront en Elite 1, ainsi que les 3 promus UMS de Loum, Scorpion de B, Cosmos de Bafia et même le 4e APGS d'Unfou. Ce qui aura un effet vaste communicant sur l'Elite 2, où les relégués Aigle Royal de la Ménois, Achille de Saa et Tico United seront rappelés. La même incidence va se répercuter sur le tournoi d'accession en Elite 2. Au lieu de 3 clubs, 8 équipes sur les 10 représentants régionaux seront admis en Elite 2 pour la saison 2014 qui démarre le 18 janvier, tel qu'arrêté par le conseil d'administration de la LFPC. À une trentaine de jours du coup d'envoi du 3e championnat professionnel, des observateurs s'interrogent sur cette option d'un tournoi à 18 clubs à une année Coupe du Monde où la FIFA exige que toutes les activités soient achevées au mois de mai 2014. Notons à la suite de Jean-Paul Chuniat que l'Assemblée générale de la Ligue ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire. Reste également attendu l'arbitrage du comité de normalisation de la FECAFOOT. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Je vous invite jusqu'après la transition. Nous allons parler de la célébration des libertés et droits de l'homme au Cameroun. Ce 10 décembre est donc une journée consacrée par la communauté internationale pour la préservation des droits et libertés de toute l'humanité. Alors, comment se portent ces droits et libertés au Cameroun? Pour en parler, nous recevons un juriste. Il s'agit de Para Issofa. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal, téléspectatrices, téléspectateurs de Kinov Télé, bonsoir. Il faut rappeler que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais que vous militez dans un groupe qu'on appelle Avocats sans frontières. Bien évidemment. Alors, on voulait d'abord comprendre, quand on parle de la préservation des droits et des libertés pour l'humanité, il s'agit de quoi exactement? Déjà, ce que nous devons comprendre, l'être humain naît libre. C'est un droit fondamental. Et l'être humain ne peut être privé de sa liberté que quand il a enfreint une règle établie par la société et dans certaines conditions bien précises. Alors, néanmoins, toutefois, quand un être humain est privé de sa liberté, certains droits qui restent attachés à sa personne, le droit à la dignité, le droit à la vie, le droit à la santé, tout cela doit être préservé. Et quand bien même un être humain a enfreint une règle sociale, il a droit d'être jugé et que la loi soit appliquée telle qu'elle a été prévue. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis quelque chose de grave qu'il doit être puni ou bien des sanctions doivent lui être appliquées alors que cela n'a pas été prévu. Voilà ce que nous entendons. Donc, que la loi soit respectée, que l'être humain soit respecté dans sa dignité. Alors, au vu de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire dans le contexte camerounais? Est-ce que ces droits et libertés, d'après vous, sont respectés? Bon, bien évidemment, des progrès sont en train d'être faits. Mais il reste que beaucoup reste à faire.
parce que nous avons été ces jours à la prison de Nubel, nous constatons qu'il y a encore des personnes qui restent de longs mois sans être incarcérées, sans rencontrer le moindre magistrat, sans avoir été entendu par un magistrat, sans jugement, alors même que le code de procédure pénale dont le Cameroun s'est doté avait pour défi, avait pour challenge de faire qu'on ne parle plus de ces cas. Nous avons encore des personnes qui dorment à la belle étoile. Nous avons encore des personnes qui n'ont pratiquement rien à manger. Alors, on voulait un peu comprendre, vous avez fait allusion là à un milieu assez particulier, c'est-à-dire le milieu carcéral. Alors, les uns et les autres aimeraient savoir comment est-ce que quelqu'un qui est privé de ses mouvements, des allées et venir, peut-il bénéficier des droits et libertés? Comment, dans quel contexte? Quand une personne est privée de sa liberté, c'est déjà pour un temps bien précis. Et parce qu'il a commis des faits. Et il faut encore qu'une juridiction saisie et vérifie et instruit l'affaire pour se rendre compte du fait que les faits qui sont reprochés à la personne sont vraiment avérés et que la personne soit condamnée. Alors, quel est le constat que vous avez fait à la prison de Nubel? Nous avons fait le malheureux constat selon lequel il existe encore de nombreux Camerounais qui restent des mois, pour certains des années, sans que leur affaire soit jugée. Nous avons rencontré des gens qui sont en prison depuis 1 an et demi, n'ont jamais été extraits. Vous êtes interpellé, Etienne Pascal, vous êtes placé sous mandat de détention provisoire, vous entrez en prison et vous n'en ressortez plus jamais pour rencontrer un magistrat ou bien pour être entendu sur les faits qui vous sont reprochés. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont condamnés ou pas. Ils sont là, comme ça là. Mais ce n'est pas des choses qu'on doit encore accepter dans le Cameroun d'aujourd'hui. Alors, dans un milieu comme, par exemple, la prison à laquelle vous venez de faire allusion, où l'on note qu'il y a un surplus d'effectifs, est-il possible que la dignité d'un détenu puisse être préservée dans un milieu pareil, dans un contexte pareil? Oui, nous saisissons cette occasion pour louer les efforts qui sont en train d'être faits. Parce que, par exemple, au quartier des femmes où nous avons eu à travailler, nous avons trouvé qu'à la prison de Nubel, il y a tout au plus une 60aine de femmes. Ce qui est déjà un progrès. Au quartier des mineurs, il n'y en a que 22. Ce qui veut dire que des efforts sont en train d'être faits pour lutter contre cette surpopulation carcérale. Mais en dehors de ces cas, il y a des cellules à la prison de Nubel où il y a 300 personnes, 200 personnes. Et d'autres qui dorment à la belle étoile par ces temps d'intempéries. Alors, c'est les conséquences de la surpopulation carcérale, parce que le milieu dans lequel les Camerounais sont incarcérés, il n'est plus adapté. Des efforts doivent être faits, parce que la prison de Nubel n'est plus adaptée compte tenu du contexte actuel. Alors, jusqu'où va votre action? Parce qu'on se rend compte que c'est quand même la 4e visite que vous effectuez dans cette prison, et c'est pratiquement les mêmes constats que vous faites lors de ces passages-là. Jusqu'où va votre action? Est-ce que votre action, vous vous contentez juste de constater qu'il y a tout ce que vous venez de faire allusion comme adéquation dans ces milieux carcérales? Qu'est-ce qui est fait après ces descentes? Déjà, ASF Cameroun, association pour laquelle j'ai l'insigne honneur de parler sur votre plateau ce soir, fait beaucoup d'efforts. Quand nous descendons, nous recensons des détenus. Ceux qui sont en état de fragilité, ceux qui sont en état d'indigence, ceux qui ne bénéficient pas de l'assistance d'un conseil. Et pour les personnes les plus démunies, ASF commet des avocats qui bénévolement assurent leur défense devant les juridictions. Et suite à nos précédentes actions, beaucoup de ces détenus indigents ont été pour certains libérés suite aux actions des avocats commis. Pour certains, leurs procès ont été instruits jusqu'à la fin et sont définitivement condamnés. Alors, votre bilan, si on prend peut-être les 3 dernières années par rapport à ces personnes privées de liberté, ça peut être quoi de façon chiffrée, votre bilan? Oui. Quels sont les nombres de prisonniers qui ont bénéficié de cette action que vous menez depuis un certain nombre d'années? Oui, bon, déjà, je dois dire que ASF existe depuis 2002, mais depuis l'année 2010, il a été mis sur pied un projet DIDE, Dignité en détention, en collaboration avec Avocats sans frontières France, Avocats sans frontières Cameroun et bien évidemment le barreau du Cameroun, et avec le concours financier de l'Union européenne. Et les actions qui ont été menées dans le volet assistance aux détenus démunis, nous avons déjà assisté plus de 500 détenus.
Et nous étions ces jours encore en prison pour recenser encore des détenus qui, dans les jours qui vont suivre, vont également bénéficier de l'assistance et la défense par les conseils et avocats commis par ASF. Donc, sans prétendre vouloir tout faire, et je dois dire également que ces actions sont menées autant au niveau de la prison centrale de Douala, celle de Yaoundé, celle de Bamenda, que celle de Ngaoundéré. Ça, c'est seulement quelques années. Donc aujourd'hui, nous pouvons revendiquer avoir déjà assisté plus d'un demi-millier de Camerounais détenus. Alors, quelle est la nature des relations que vous entretenez avec les pouvoirs publics, notamment celles qui ont à la charge les milieux carcérales au Cameroun? Bon, déjà, nous sommes dans un monde désormais ouvert. Et nous indiquons ici que nous avons toujours été bien accueillis quand nous avons sollicité, nous sommes allés à la prison, parce que également, il faut dire que les actions que nous menons vont aussi à l'endroit du personnel carcéral, même des OPJ, même des magistrats, parce que le volet formation a également été pris en compte par ASF pour que toutes les personnes qui interviennent dans la procédure judiciaire puissent être formés et sensibilisés sur l'importance de la préservation des droits de l'homme. Oui, Maître Para Issofa, on aimerait un peu savoir quel est le casting de ces détenus que vous détenez de décider de venir en aide, parce qu'ils sont quand même nombreux, disons comme celle de Newbell. Comment est-ce que vous procédez pour déjà sélectionner ceux en qui vous venez en aide? Voilà, donc le travail se fait en plusieurs phases. Et j'ai indiqué que hier et aujourd'hui, nous étions à la prison centrale de Newbell pour recenser les détenus de longue durée, ceux qui n'ont pas d'avocat, ceux qui sont indigents. Et une fois que nous avons entendu ces personnes, nous revenons à notre base où nous procédons à une sélection pour voir quelles sont les personnes les plus fragiles. Et notre action va prioritairement à l'endroit des personnes démunies faibles, comme les femmes, les mineurs et des personnes totalement indigentes. Il y a des personnes qui sont détenues, n'ont aucun parent qui leur rend une visite. Quand on sait que dans le quartier des femmes, il leur est servi après chaque 10 jours une ration équivalente de 10 boîtes de riz sec, sans huile, sans autres ingrédients pour chaque femme. Et pour les mineurs, il leur est servi 2 repas par jour, constitués essentiellement de maïs, comme on connaît là. Alors, vous comprenez que notre action aille vers les personnes les plus fragiles. Alors, quelle est la symbolique d'une journée comme celle-ci? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que ces prisonniers-là, eux-mêmes, sont au courant qu'il y a une journée du genre consacrée à la préservation des droits et libertés? Bien évidemment, puisque grâce à l'action conjuguée des associations, au rang desquelles la nôtre, ces prisonniers sont de plus en plus sensibilisés. Et c'est pour ça que quand nous arrivons là-bas, certains détenus sont renseignés sur l'état de leurs droits. Donc nous ne pouvons pas dire que notre action est vaine, puisque ça porte des fruits, même si beaucoup reste encore à faire. Merci Para Issofa. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et un membre de Avocats sans frontières. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, ainsi que Avocats sans frontières Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de ce journal. Dans quelques instants, la page météo, juste après, retrouvez Massou et tous ses invités. Toute l'équipe de production de ce journal vous dit merci tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.